Une vidéo qui aurait pu sortir pour la fête de la musique, mais non, même pas. Ah, je suis vraiment trop bête des fois. Vidéo un peu spéciale car on va s'intéresser quelque peu aux joueurs de lyre de la série, d'autant que de nombreux liens existent entre eux. Chronologiquement, c'est Orpheus qui est apparu en premier dans le film La légende de la pomme d'or, sorti le 18 juillet 1987. Dans ce film, d'anciens saints oubliés par Athéna ressuscitent aux côtés d'Eris. L'implication de Masami Kurumada est connue pour ce film, ainsi que les croquis préparatoires du mangaka sur ses personnages exclusifs. Le personnage d'Orpheus tel qu'il était dessiné par Masami Kurumada dans les modèles sheets préparatoires du film rappelleront grandement Orpheus, un personnage qui portait également ce nom-là dans Rin Nikakiro. Et d'ailleurs, quand on regarde bien son visage, eh bien, ce visage sera repris pour le personnage de Sorrento. Tout est lié. その名はオルフェウス。メロディーが分かったら、あとは目を閉じて音だけ追っていくこと。La constellation de la lyre, c'était déjà le début de sa création. Là encore, sur le plan chronologique, c'était la toute première fois qu'un saint doté d'un instrument apparaissait. Seiji Okoyama composera une magnifique mélodie inoubliable pour ce personnage, qui hélas ne restera guère longtemps à l'écran. Pourtant, c'est le non moins prestigieux Yuji Mitsuya qui incarnera ce personnage et sa prestation sera probablement saluée en interne puisqu'il reviendra plus tard sur Shaka. Le film développera une idée séduisante, à savoir de transformer une lyre en véritable arme de combat, une idée qui sera plus ou moins parodiée dans le premier film de Ranma Demi par le personnage de Monron. La technique portera le doux nom de Stringer Requiem. La mélodie de Seiji Okoyama nous fait alors entendre une variation du premier thème qui accentue largement l'action. Alors que Shun fait très probablement sa plus mauvaise prestation des 4 premiers films, Ikki prend le relais. Et la fin, vous la connaissez tous, la belle silhouette d'Orphée disparaît d'un claquement de doigts. Mais alors, pourquoi donc Mime hérite d'autant d'attributs de ce personnage? Alors, si vous avez regardé ma vidéo sur le chapitre d'Asgard, vous connaissez déjà la réponse. Oui, dans les premières esquisses, il était prévu que le God Warrior hérite de l'âme d'Orpheus, et ce pour prendre une vengeance éclatante sur les saintes. Telles étaient les premières notes de production sur le God Warrior d'État, ce qui pourrait expliquer de nombreux clins d'œil à Orpheus. Et quand je dis clin d'œil, je ne parle pas que des musiques. Par exemple, lorsque Shun découvre la mélodie de Mime, il a sensiblement le même dialogue que dans le film. De même que la façon dont on nous présente Mime dans l'épisode 83 à ce moment-là, c'en est presque un remake en fait. Par ailleurs, la position de Mime quand Ikki arrive à la rescousse, le plan est quasi identique. Outre ces clins d'œil, Mime ne pouvait pas détenir une seule technique en raison de son long temps d'apparition. Bien que cette technique ne porte pas de nom, en jouant de la lyre, Mime peut tromper l'essence de Shun, donnant alors l'impression qu'il s'est démultiplié.
La réalisation de cet épisode via Hiromichi Matano fait vraiment honneur à ce pouvoir assez singulier au final. C'est d'ailleurs le seul attribut qui lui sera à jamais dédié. Orphée, qui apparaîtra plus tard dans le manga, n'héritera en aucun cas de ses illusions. Pire, c'est lui qui en sera victime si on en croit le corps factice d'Hadès qu'il croit détruire. Autre particularité pour Mime, il ne montre aucune forme d'hostilité, ce qui fait que la chaîne nébulaire est inefficace. Alors comment déjouer cela ? Le personnage se paie le luxe de non seulement reprendre quelques attributs à Orpheus, mais au final, il sera doté d'une personnalité n'ayant strictement rien à voir. Et je vais peut-être choquer en disant ça, mais si Yuji Mitsuya reprend le rôle d'un joueur de lyre, eh bien sur ce personnage, je trouve malheureusement sa voix inadaptée, tant le personnage de Mime fait preuve de douceur, de mélancolie. J'imagine que si Yuji Mitsuya a été rappelé, c'est probablement à cause de la première esquisse où on lui a dit que le personnage d'Orpheus devait revenir. Mais sinon, quoi ? Un personnage d'un film pouvant revenir dans la série TV ? Mais le film n'est pas canon, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien déjà, peut-être que vous l'ignorez, mais un extrait du film figure dans la série animée, oui, dans l'épisode 48, et son très long résumé. On pouvait y voir un extrait du film où Ikki esquive les cordes de la lyre d'Orphée. Oui, je sais, c'est l'ordre du détail, et ça ne signifie pas que le film est canon, mais je trouvais ça rigolo à le placer. De même que dans Dragon Ball Z, afin de ne pas trop rattraper le manga, la Toei Animation avait fait revenir Garlic Jr. le temps d'un petit arc, adversaire que j'adore soit dit en passant. Le personnage apparaît d'ailleurs dans la chronologie officielle des Daisenshu. Arf, comme quoi. Donc faire revenir un personnage des films, ça aurait pu être jouable. En tout cas, je l'ai déjà vu sur du Dragon Ball Z. Un truc qui frappe avec la première partie du combat, c'est que Mime fait se questionner le pauvre Shun sur ses anciens adversaires qu'il a autrefois tués. Malmené, Shun retrouve espoir grâce à Ikki. Alors, est-ce que cela ne vous dit rien ? Eh bien, dans les chapitres 85 et 86 du manga, il se passe quelque chose de similaire entre Shun et Lune, sorti bien évidemment après l'arc Asgard, à savoir en novembre 1989. Face à Lune, Shun est à bout et se questionne sur son combat. Il est assez probable que Masami Kurumada se soit inspiré de l'arc d'Asgard pour ce déchirement. Le passé de Mime garantit là un succès incroyable. Je ne sais pas pour les classements des God Warriors, mais Mime est souvent le favori des fans avec Siegfried et Alberic. Mime a dissimulé au fond de son âme son passé, et c'est Ikki qui le découvre. L'épisode 85 de Saint Seiya, comme le disait le défunt et très bon site Burning Blood, à l'époque, c'est sans doute un des combats les plus profonds de la série TV. Yoshiyuki Suga peut se vanter de scénarios émouvants et poignants, de même que le réalisateur Suzumu Ishizaki qui a souvent œuvré avec Mitsu Shindo, qui était l'animateur de cet épisode justement. Le réalisateur Suzumu Ishizaki est davantage connu aujourd'hui sur le film Kamui no Ken, soit dit en passant, et c'était pas n'importe qui. La musique est également utilisée avec soin lorsque Mime est en colère, un tourbillon d'émotions se fait sentir. Le combat est génial, il dure 4 épisodes et pourtant, à l'instar d'un Yabuki versus Mendoza, eh bien je ne vois jamais le temps passer. Bien que Shun sorte perdant, oui la Nebula Storm, ce passage est magique car on doute réellement de la victoire de Shun, mais au fond, le mystère de Mime n'était pas encore décelé, donc fatalement ça ne pouvait pas fonctionner car tout n'avait pas été dit sur lui.
なるほど。君がアンドロメダの兄というわけか。だが無益なことをしたな。余計な手出しをしなければ弟を楽に死なせてやれたもの。なんだと。 Encore une fois, Yuji Mitsuya fait face à Hideyuki Hori. Ces deux acteurs fonctionnent bien. Mais bien sûr, inutile de vous cacher que je suis profondément fan de l'interprétation d'Éric Legrand sur Mime. Par son talent, Éric Legrand procure à Mime toute la mélancolie et la douceur qu'il méritait. Bravo, monsieur Legrand, bravo. C'est insensé. Ta fameuse chaîne nébulaire n'arrivera pas à me trouver. Tu penses vraiment être capable de venir à bout de ton ennemi sans le détester de toute ton âme? Oh, tu es d'un optimisme désarmant et plutôt naïf. Félicitations, chevalier, tu es très fort. Oh non! Le plus grand et le plus brave guerrier d'Asgard. En fin de compte, tu n'es qu'un vulgaire assassin qui essaie de dissimuler les crimes qu'il a commis, qui s'attaque aux femmes et aux enfants. Ta conscience est plus noire que l'enfer, je te hais! Je te hais! Ikki fait preuve d'une maturité du haut de ses 15 ans, rappelons-le, et par son vécu, sa haine d'autrefois, il sera plus apte à comprendre Mime. Le duel est splendide, la clause du phénix pouvant se régénérer, le scénariste n'hésite pas à la sacrifier face au Stringer Requiem. Par contre, de l'autre côté, je me suis toujours posé la question, mais au fond, excepté Bud et Siegfried, aucune des robes des God Warriors n'est vraiment endommagée. Probablement que si les scénaristes ne peuvent endommager celle des bronzes en raison de la prochaine bataille contre Poséidon, où leur clause doit donc être intacte, il aurait été injuste de faire cela aux God Warriors peut-être. Alors peut-être que c'est ça ou peut-être que c'est pour une autre raison, je ne sais pas. Mais bref, c'est Mime qui retire de lui-même la robe d'état. Le combat se termine par une magnifique fin. Et vous savez, j'ai souvent entendu des fans dire que c'était une erreur de tuer Mime, que celui-ci ne méritait pas de mourir et de rejoindre son cher père Folken qu'on croyait tyrannique. En parlant du passé de Mime, lorsque celui-ci joue devant les animaux, impossible de ne pas songer à Orphée. On peut aussi signaler que Mime enfant est malade. On peut y voir le tableau d'Yggdrasil qui apparaissait uniquement dans le second film. On appréciera le clin d'œil. De même que l'épisode 86 est un bon creux de Masahiro Naoi, l'épisode tient largement la route pendant qu'une partie du staff, lui, bossait sur le troisième film. Bref, vous l'aurez compris, Mime est plus que l'adversaire d'Ikki et de Shun sur l'Ark Asgard, c'est avant tout la création, et ce, par la Toei Animation, d'un des meilleurs personnages de la saga. Une belle réussite qui représente admirablement l'âge d'or du traitement de la Toei Animation sur Saint Seiya. Et avec tout ça, on arrive sur Orphée. De par le mythe connu de tous, ce personnage est Eurydice. Masami Kurumada s'est probablement dit qu'il aurait été dommage de ne pas l'inclure. Pour la création de ce personnage, Masami Kurumada reprend le design qu'il avait autrefois créé pour Orpheus. Après tout, c'était sa création, donc quoi de plus normal. Alors si vous êtes fan des puissances, on apprend que selon les rumeurs, Orphée serait même plus fort qu'un Gold Saint. Cette précision est importante car voir apparaître un Silver Saint à ce moment-là de l'intrigue où les Silver Saints sont quasi inexistants à l'exception de Mine et Shayna, le personnage est lui aussi doté d'une grande sensibilité à l'image de la mythologie dont il est inspiré. Fou amoureux d'Eurydice, il fera tout pour la ressusciter et malheureusement il échouera. Si dans le mythe il crut apercevoir réellement le soleil, ici Pandore et Pharaon lui jouent un terrible tour. Dans la mythologie grecque, le sort d'Orphée est terriblement cruel, puisque son corps est par la suite déchiqueté. On dit aussi que les femmes présentes à la mort d'Orphée furent transformées en arbres. Voilà pourquoi on voit souvent des arbres aux côtés de joueurs de lyre, notamment avec Mime enfant. Pour l'adaptation animée, il était évident pour nous d'imaginer les mélodies d'Orpheus se greffer une nouvelle fois sur ce personnage, de même que la voix de Yuji Mitsuya, et pourtant il n'en sera rien. On ne sait pas si c'est une manière de ne pas trop forcer sur les anciennes caractéristiques et donc de prendre des distances qui a motivé cela. Quoi qu'il en soit, le thème d'Orphée sera joué par la fille de Tomoharu Katsumata, le réalisateur des OAV du Mekai. La partition est de Seiji Okoyama, une de ses dernières musiques inédites sur l'œuvre avec le thème angoissant de Pharaon.
Orphée comprendra vite son erreur de s'être retiré des combats pour Eurydice et fera ses adieux à cette dernière. La fin de ce personnage ne sera pas ridicule. On pourrait presque croire que Masami Kurumada réhabilite la classe des Silver Sand par ce biais, tant Orphée est utile et relativement dangereux, même pour Adamante et les autres juges, qu'il parvient à endormir grâce à la technique du Death Trip Serenade. En parlant de technique et pour continuer dans la série des Stringers, Masami Kurumada opte également pour technique qui brise le corps de l'adversaire par des ondes ultrasoniques. La technique du Stringer Requiem est devenue terriblement populaire. Par mime, pour Orphée, eh bien, Masami Kurumada change le nom pour un... Mais dans les faits, il s'agit de la même technique. La mort d'Orphée est émouvante. Shun prononce à ce moment-là de belles paroles, avant que son âme ne change du tout au tout. Orphée meurt et héroïquement. Bien sûr, l'adaptation animée me déçoit car l'émotion n'est pas très bien retranscrite et on peut même avant cela voir Adamante faire du tam-tam sur le dos d'Orphée. Mais qu'importe, la version manga sera toujours là pour me faire oublier cela. Un très bon personnage qui aurait mérité de survivre bien plus longtemps selon moi. Petite consolation pour Orphée, le coup qu'il a infligé à Adamante aura un impact sur son corps lors de son court combat face à Kanon. Par contre, très bonne idée que de faire mourir Eurydice pour de bon dans les OAV, contrairement au manga, et ça, j'aime. Voilà pour ces 3 musiciens hors pair qui ont largement marqué les fans de Saint Seiya. Et bien sur ces belles musiques, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao.私の曲が気に入ってくれたようだね。アンドロメダ。